Lorsque les forces allemandes entrèrent à Lviv le 30 juin 1941, elles découvrirent une chose qui aurait choqué même les soldats les plus aguerris. Une puanteur suffocante, épaisse et insoutenable les frappa d'abord, émanant de 3 complexes pénitentiaires disséminés dans la ville. À l'intérieur, des milliers de cadavres s'entassaient dans les cellules et les cours, beaucoup portant des marques témoignant d'une agonie atroce. Parmi les victimes se trouvaient des femmes et des enfants. Leurs corps racontaient l'histoire d'une brutalité systématique perpétrée avec une précipitation frénétique par la police secrète soviétique fuyant l'avancée de la Wehrmacht. Les corps remplissaient les cellules du sous-sol, du sol au plafond. Certaines pièces étaient si encombrées que les soldats allemands ne pouvaient franchir les portes pour examiner ce qui se trouvait derrière. Il ne s'agissait pas d'une violence aveugle née du chaos de la guerre. Le NKVD, connu sous le nom de Commissariat du peuple aux affaires intérieures, avait transformé le système pénitentiaire de Lviv en un appareil de terreur pendant près de 2 ans d'occupation soviétique. Ce qui s'est déroulé durant les derniers jours de juin 1941 représente l'un des massacres de prisonniers politiques les plus importants et les plus brutaux du début de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il demeure moins documenté que nombre d'autres atrocités de ce conflit. Le caractère systématique des exécutions, les preuves de torture prolongées et la tentative délibérée de dissimuler les crimes par le feu témoignent d'actes prémédités plutôt que d'improvisations précipitées. Les cellules secrètes du NKVD se dissimulaient sous les rues de Lviv. Lorsque les forces soviétiques occupèrent l'est de la Pologne en septembre 1939, suite au pacte Molotov-Ribbentrop, Lviv devint un centre administratif crucial pour les territoires ukrainiens occidentaux nouvellement annexés. Le NKVD s'empara immédiatement des prisons existantes et les transforma en centres de détention pour toute personne considérée comme une menace pour le pouvoir soviétique. 3 institutions devinrent les principaux instruments de ce système. La prison de Brzezinski se dressait rue Kazmyziowska dans un bâtiment qui avait autrefois abrité un couvent brigitain fondé en 1614. Transformé en prison par les autorités autrichiennes en 1784, ses épais murs de pierre et ses nombreuses cellules la rendaient idéale pour les besoins du NKVD. La prison de la rue Lonsky, connue sous le nom de prison numéro 1, abritait l'administration régionale du NKVD. Conçue pour 1500 détenus, elle en accueillait régulièrement le double. Le 3e établissement, à Zamastin, servait de prison militaire et de centre de détention. Ensemble, ces 3 complexes formaient l'épine dorsale de la répression politique soviétique à Lviv. En juin 1941, plus de 5000 prisonniers étaient officiellement enregistrés dans les prisons de Lviv, bien que le nombre réel fût certainement plus élevé. Les cellules abritaient des nationalistes ukrainiens accusés de complots antisoviétiques, des intellectuels polonais et d'anciens fonctionnaires, des personnalités religieuses, notamment des prêtres et des religieuses catholiques, ainsi que de simples citoyens dont le seul crime était parfois de posséder des biens ou d'exprimer des doutes quant à la politique soviétique. Parmi les personnes arrêtées figuraient de nombreuses femmes, victimes de leurs activités politiques, de leurs liens familiaux ou simplement de leur présence au mauvais endroit lors des rafles du NKVD. L'occupation soviétique a procédé à des arrestations et à des déportations massives, créant un vaste système carcéral qui a mis les prisons à rude épreuve. Les conditions de détention se sont progressivement dégradées avec l'augmentation du nombre de prisonniers. Des cellules prévues pour 4 personnes en contenaient 20. Les prisonniers recevaient une nourriture minimale, souvent du pain et de l'eau seulement. L'hygiène était rudimentaire, voire inexistante. Les maladies se propageaient rapidement dans ces conditions de surpopulation. Pourtant, ces souffrances matérielles étaient insignifiantes comparées à la torture psychologique de l'incertitude quant à un éventuel interrogatoire, aux accusations qui pourraient être fabriquées et à l'arrestation éventuelle de membres de la famille à l'extérieur. Les prisons elles-mêmes sont devenues de véritables labyrinthes de souffrance. Les sous-sols abritaient des salles d'interrogatoire où la pression physique et psychologique brisait les prisonniers jour après jour. Des survivants ont décrit plus tard les méthodes d'interrogatoire brutales pratiquées dans les sous-sols. Il ne s'agissait pas de cas isolés, mais de procédures standards du NKVD. Les sous-sols abritaient également des cellules de détention où les prisonniers attendaient leur tour d'être interrogés, entendant les cris de ceux qui les avaient précédés. Des salles d'interrogatoire où les coups brisaient toute résistance complétaient le processus.
Dans les installations du NKVD, les interrogatoires suivaient un schéma délibéré visant à extorquer des aveux et à briser la volonté des prisonniers. Les détenus étaient convoqués à des heures irrégulières, souvent au milieu de la nuit, et emmenés dans des salles au sous-sol où des agents du NKVD se relayaient pour maintenir une pression constante. Ils entendaient les cris de ceux qui les avaient précédés. Dans les salles d'interrogatoire, les coups brisaient toute résistance. Le processus d'interrogatoire dans les centres du NKVD suivait un schéma délibéré visant à extorquer des aveux et à briser la volonté des prisonniers. Les détenus étaient convoqués à des heures irrégulières, souvent au milieu de la nuit, et emmenés dans des salles au sous-sol où des agents du NKVD se relayaient pour maintenir une pression constante. La privation de sommeil était une pratique courante. Les prisonniers pouvaient être maintenus debout pendant des jours ou soumis à des passages à tabac répétés jusqu'à ce qu'ils signent les aveux qu'on leur présentait. Les passages à tabac étaient méthodiques et non aléatoires. Les interrogateurs du NKVD avaient appris quelle partie du corps pouvait supporter le plus de souffrance tout en maintenant le prisonnier conscient et capable de parler. Les coups portés aux zones vulnérables du corps causaient des lésions tissulaires profondes sans pour autant entraîner une mort immédiate. Certains prisonniers étaient frappés avec des instruments lourds qui laissaient moins de marques visibles. D'autres subissaient une brutalité plus directe, avec la force physique et tous les objets à leur disposition. Les femmes détenues étaient particulièrement vulnérables lors des interrogatoires. Outre les passages à tabac habituels, des détenus ont rapporté avoir été forcés de se déshabiller pendant les séances d'interrogatoire, une humiliation délibérée destinée à briser leur résistance psychologique. La menace de violences graves planait sur chaque interaction, bien que la documentation des incidents spécifiques reste fragmentaire compte tenu de la nature des crimes et de la réticence des survivants à parler de ces expériences. Des méthodes de torture plus sophistiquées étaient également employées. L'exposition à une chaleur extrême causait de graves brûlures sur tout le corps des victimes. Certains prisonniers ont eu des parties du corps sectionnées avec des instruments rudimentaires. La douleur servait plusieurs objectifs: soutirer des informations, punir toute résistance et montrer aux autres prisonniers le sort qui les attendait en cas de non-coopération. Les cris résonnant dans les couloirs constituaient une bande-son permanente dans ces établissements, une arme psychologique aussi efficace que n'importe quelle torture physique. Des exécutions de masse eurent lieu alors que les forces soviétiques battaient en retraite vers l'ouest. Le 26 juin, tandis que le grondement de l'artillerie allemande résonnait au loin, le rythme des massacres s'intensifia. Des blocs cellulaires entiers furent vidés en quelques heures. Les corps s'accumulaient plus vite qu'on ne pouvait les déplacer, s'entassant dans les couloirs et les cours. La chaleur estivale accéléra la décomposition, créant l'odeur insoutenable qui allait accueillir les forces allemandes quelques jours plus tard. Certains officiers du NKVD tentèrent de dissimuler leurs crimes en incendiant certaines parties des prisons, espérant ainsi détruire les preuves. Les incendies à Brigitki furent particulièrement violents, bien qu'ils ne parviennent pas à détruire tous les corps. Les dernières unités du NKVD quittèrent Lviv dans la nuit du 28 au 29 juin. Elles laissèrent derrière elles des scènes de carnage qui seraient documentées par des photographies et des témoignages. Lorsque les habitants commencèrent à pénétrer dans les prisons le 30 juin à la recherche de leurs proches disparus, ils découvrirent des milliers de corps. L'ampleur du carnage était effroyable. Les estimations varient généralement entre 3500 et 7000 victimes. Des documents découverts dans les archives soviétiques après la chute de l'URSS ont révélé que les responsables du NKVD avaient déclaré avoir exécuté 2464 prisonniers dans le système pénitentiaire de l'oblast de Lviv, selon ce qu'ils appelaient la première catégorie, c'est-à-dire les exécutions. Mais ces chiffres officiels étaient très certainement sous-estimés. De nombreux prisonniers avaient été arrêtés dans les derniers jours précédant l'invasion allemande et n'avaient jamais été correctement enregistrés. Leurs décès n'ont pas été consignés dans les documents officiels. Le nombre réel de victimes ne sera jamais connu avec précision. L'état des corps parlait de lui-même. Les examens médicaux et les témoignages ont mis en évidence des actes de torture systématiques, traumatismes crâniens infligés avec des objets lourds, graves blessures aux mains, brûlures dues à une chaleur extrême, signes de malnutrition et passages à tabac prolongés. Certains corps portaient des traces de vie lorsqu'ils furent jetés dans des fosses communes ou enfermés dans des cellules. La violence avait été méthodique et soutenue, non pas l'œuvre paniquée de soldats en retraite, mais l'élimination délibérée de prisonniers considérés comme ennemis de l'État.
La découverte de ces atrocités eut des conséquences immédiates et dévastatrices. Les autorités allemandes comprirent rapidement la valeur propagandiste des massacres du NKVD et s'assurèrent que les scènes soient largement photographiées et filmées. Les corps furent exhumés et exposés dans les cours des prisons pour que les familles puissent rechercher leurs proches. L'odeur était si insoutenable que les gens se couvraient le visage de mouchoirs. Le chagrin se mua en rage lorsque les familles identifièrent les dépouilles torturées. La propagande allemande exploita ces émotions, encourageant la croyance que les Juifs étaient responsables de manière disproportionnée des crimes du NKVD. Ce récit, bien que factuellement déformé, a trouvé un écho favorable auprès de certains segments de la population ukrainienne qui avaient perdu des membres de famille à cause de la répression soviétique. L'état des corps parlait de lui-même. Les examens médicaux et les témoignages ont mis en évidence des actes de torture systématiques, traumatismes crâniens infligés avec des objets lourds, graves blessures aux mains, brûlures dues à une chaleur extrême, signes de malnutrition et passages à tabac prolongés. Certains corps portaient des traces de vie lorsqu'ils furent jetés dans des fosses communes ou enfermés dans des cellules. La violence avait été méthodique et soutenue, non pas l'œuvre paniquée de soldats en retraite, mais l'élimination délibérée de prisonniers considérés comme ennemis de l'État. La découverte de ces atrocités eut des conséquences immédiates et dévastatrices. Les autorités allemandes comprirent rapidement la valeur propagandiste des massacres du NKVD et s'assurèrent que les scènes soient largement photographiées et filmées. Les corps furent exhumés et exposés dans les cours des prisons pour que les familles puissent rechercher leurs proches. L'odeur était si insoutenable que les gens se couvraient le visage de mouchoirs. Le chagrin se mua en rage lorsque les familles identifièrent les dépouilles torturées. La propagande allemande exploita ces émotions, encourageant la croyance que les Juifs étaient responsables de manière disproportionnée des crimes du NKVD. Ce récit, bien que factuellement déformé, a trouvé un écho favorable auprès de certains segments de la population ukrainienne qui avaient perdu des membres de famille à cause de la répression soviétique. Cette partie poursuit le récit des conséquences et du contexte régional des massacres perpétrés par le NKVD. Entre le 30 juin et le 2 juillet, plusieurs centaines, voire quelques milliers de Juifs furent assassinés dans les rues de Lviv, victimes d'une violence inouïe, une tragédie qui venait s'ajouter à une autre. Les massacres commis par le NKVD dans les prisons de Lviv s'inscrivaient dans un schéma plus large touchant l'ouest de l'Ukraine et les pays baltes. Des scènes similaires se déroulèrent dans des dizaines d'autres villes lors de la retraite des forces soviétiques. À Sambir, au sud-ouest de Lviv, le NKVD tua entre 500 et 700 prisonniers au lieu de les évacuer. À Ivano-Frankivsk, les cellules des sous-sols étaient remplies à ras-bord, avec près de 1000 corps. Le nombre total de morts dans la région est estimé entre 10 000 et 40 000 prisonniers tués en seulement 8 jours. Ce qui rend ces massacres particulièrement significatifs, ce n'est pas seulement leur ampleur, mais aussi leur caractère systématique. Il ne s'agissait pas de victimes collatérales de batailles ou d'opérations militaires, il s'agissait d'exécutions délibérées de civils emprisonnés dont beaucoup étaient détenus depuis des mois, voire des années, sur la base d'accusations politiques douteuses. Les tortures infligées dans les derniers jours n'avaient aucun but d'interrogatoire, puisque les prisonniers étaient condamnés à mort, quelle que soit leur confession. Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités soviétiques nièrent toute implication dans les massacres de la prison de Lviv, tentant d'en imputer la responsabilité aux forces allemandes. Ce mensonge persista pendant des décennies. Ce n'est qu'avec l'ouverture des archives soviétiques dans les années 1990 que des preuves documentaires confirmèrent ce que les survivants savaient depuis toujours. Le NKVD avait systématiquement assassiné des milliers de prisonniers politiques lors de leur retraite face à l'invasion allemande. Les femmes qui survécurent à ces prisons portèrent en elles des souvenirs d'une cruauté institutionnalisée inconcevable. Elles avaient été témoins de la violence méthodique du NKVD, de la manière dont la torture pouvait être administrée de façon routinière, de la facilité avec laquelle des êtres humains pouvaient infliger des souffrances à d'autres êtres humains lorsque l'idéologie et la peur abolissaient toute retenue. Leurs témoignages, recueillis des décennies plus tard, apportent des preuves cruciales de crimes que les auteurs ont désespérément tenté de dissimuler.
Les cellules de torture de Lviv témoignent que les systèmes totalitaires ne s'effondrent pas d'eux-mêmes. Lorsque le NKVD a fui vers l'ouest en juin 1941, il a laissé derrière lui des témoignages inscrits dans les corps de ses victimes, la preuve d'un système qui traitait la vie humaine comme une ressource sacrifiable au service du pouvoir d'État. Ces cachots où les prisonniers ont hurlé leurs derniers instants, ces murs de cours criblés de balles, ces fosses communes recouvertes à la hâte, ces lieux de mémoire exigent que ce qui s'y est passé ne soit jamais oublié. Dans le chaos de la guerre, au milieu des récits contradictoires et de la propagande de tous bords, une vérité sur Lviv en juin 1941 demeure indéniable. Des milliers de prisonniers, dont de nombreuses femmes, ont connu une mort atroce aux mains de la police secrète soviétique qui a préféré la torture et l'exécution à l'évacuation ou à la libération. Si vous aviez été emprisonné dans l'une de ces cellules au début de l'invasion allemande, sachant que le NKVD vous considérait comme une ressource sacrifiable, comment souhaiteriez-vous que l'histoire se souvienne de vos derniers jours ? Les pierres de ces bâtiments de prison sont toujours là. Les cellules où les prisonniers ont souffert sont aujourd'hui des musées, préservant la mémoire face à l'érosion du temps et à la facilité de l'oubli. La partie 4 décrit ensuite les cellules secrètes du NKVD dissimulées sous les rues de Lviv et le système carcéral mis en place durant l'occupation soviétique. Lorsque les forces soviétiques occupèrent l'est de la Pologne en septembre 1939, suite au pacte Molotov-Ribbentrop, Lviv devint un centre administratif crucial pour les territoires ukrainiens occidentaux nouvellement annexés. Le NKVD s'empara immédiatement des prisons existantes et les transforma en centres de détention pour toute personne considérée comme une menace pour le pouvoir soviétique. 3 établissements devinrent les principaux instruments de ce système. La prison de Brigitki se dressait rue Kazimierska, dans un bâtiment qui avait autrefois abrité un couvent brigitain fondé en 1614. Converti en prison par les autorités autrichiennes en 1784, ses épais murs de pierre et ses nombreuses cellules la rendaient idéale pour les besoins du NKVD. La prison de la rue Lonsky, connue sous le nom de prison numéro 1, abritait l'administration régionale du NKVD. Conçue pour 1500 prisonniers, elle en accueillait régulièrement le double. Le 3e établissement, à Zamastiv, servait de prison militaire et de centre de détention. Ensemble, ces 3 complexes constituaient l'épine dorsale de la répression politique soviétique à Lviv. En juin 1941, plus de 5000 prisonniers étaient officiellement enregistrés dans les prisons de Lviv, bien que le nombre réel fût certainement plus élevé. Les cellules abritaient des nationalistes ukrainiens accusés de complots anti-soviétiques, des intellectuels polonais et d'anciens fonctionnaires, des personnalités religieuses, notamment des prêtres et des religieuses catholiques, ainsi que de simples citoyens dont le seul crime était parfois de posséder des biens ou d'exprimer des doutes quant à la politique soviétique. Parmi eux figurait un nombre important de femmes arrêtées pour leurs activités politiques, leurs liens familiaux ou simplement pour se trouver au mauvais endroit lors des rafles du NKVD. L'occupation soviétique a procédé à des arrestations et des déportations massives, créant un vaste système d'incarcération qui a mis les prisons à rude épreuve. Les conditions de détention se sont progressivement dégradées à mesure que le nombre de prisonniers augmentait. Des cellules prévues pour 4 personnes en contenaient 20. Les prisonniers recevaient une nourriture minimale, souvent du pain et de l'eau seulement. L'hygiène était rudimentaire, voire inexistante. Les maladies se propageaient rapidement dans ces conditions de surpopulation. Pourtant, ces épreuves physiques étaient insignifiantes comparées à la torture psychologique, de l'incertitude quant à la date et la possibilité d'un interrogatoire, quant aux accusations qui pourraient être fabriquées, quant au sort des membres de la famille arrêtés à l'extérieur. Les prisons elles-mêmes devenaient de véritables labyrinthes de souffrance. Les sous-sols abritaient des salles d'interrogatoire où la pression physique et psychologique brisait les prisonniers jour après jour. Des survivants ont décrit plus tard les méthodes d'interrogatoire brutales pratiquées dans les sous-sols. Il ne s'agissait pas de cas isolés, mais de procédures standardisées du NKVD. Les sous-sols contenaient également des cellules de détention provisoires où les prisonniers attendaient leur tour pour être interrogés, entendant les cris de ceux qui les avaient précédés. Dans les centres d'interrogatoire du NKVD, les passages à tabac brisaient toute résistance.
Le processus d'interrogatoire suivait un schéma délibéré visant à extorquer des aveux et à briser la volonté des prisonniers. Les détenus étaient convoqués à des heures irrégulières, souvent en pleine nuit, et conduits dans des salles souterraines où les agents du NKVD se relayaient pour maintenir une pression constante. La privation de sommeil était une pratique courante. Les prisonniers pouvaient être maintenus debout pendant des jours ou soumis à des passages à tabac répétés jusqu'à ce qu'ils signent les aveux qu'on leur présentait. Les passages à tabac étaient méthodiques et non aléatoires. Les interrogateurs du NKVD avaient appris quelle partie du corps pouvait supporter le plus de souffrance tout en maintenant le prisonnier conscient et capable de parler. Les coups portés aux zones vulnérables du corps causaient des lésions tissulaires profondes sans entraîner une mort immédiate. Certains prisonniers étaient frappés avec des instruments lourds qui laissaient moins de marques visibles. D'autres subissaient une brutalité plus directe avec la force physique et tous les objets à leur disposition. Les femmes détenues étaient particulièrement vulnérables lors des interrogatoires. Outre les coups et blessures habituelles, des détenues ont rapporté avoir été contraintes de se déshabiller pendant les séances d'interrogatoire, une humiliation délibérée visant à briser leur résistance psychologique. La menace de graves violences planait sur chaque interaction. Bien que la documentation relative à des incidents précis demeure fragmentaire, compte tenu de la nature des crimes et de la réticence des survivantes à témoigner, des méthodes de torture plus sophistiquées étaient également employées. L'exposition à une échaleur extrême provoquait de graves brûlures sur tout le corps des victimes. Certaines détenues ont subi des amputations à l'aide d'instruments rudimentaires. La douleur servait plusieurs objectifs: extorquer des informations, punir toute résistance et montrer aux autres détenus le sort qui les attendait en cas de non-coopération. Les cris résonnant dans les couloirs constituaient une bande sonore constante dans ces établissements, une arme psychologique aussi efficace qu'une n'importe quelle torture. Décrit les massacres de masse commis par le NKVD à Lviv lors de leur retraite face à l'avancée allemande. Le 26 juin 1941, alors que l'artillerie allemande se faisait entendre au loin, le rythme des exécutions s'intensifia. Des blocs entiers de cellules furent vidés en quelques heures. Les corps s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient être déplacés, s'empilant dans les couloirs et les cours. La chaleur estivale accéléra la décomposition, produisant l'odeur nauséabonde qui frapperait les soldats allemands quelques jours plus tard. Certains officiers du NKVD tentèrent de cacher leurs crimes en mettant le feu à certaines parties des prisons, espérant détruire les preuves. Les incendies à Brigitki furent particulièrement sévères, mais échouèrent à consumer tous les corps. Les dernières unités du NKVD quittèrent Lviv dans la nuit du 28 au 29 juin, laissant derrière elles des scènes de carnage documentées par des photographies et des témoignages oculaires. Lorsque les habitants commencèrent à pénétrer dans les prisons le 30 juin à la recherche de leurs proches disparus, ils découvrirent des milliers de corps. L'ampleur était stupéfiante. Les estimations vont de 3500 à 7000 victimes. Les archives soviétiques ouvertes après l'effondrement de l'URSS révélèrent que les officiels du NKVD avaient eux-mêmes signalé avoir exécuté 2464 prisonniers dans le système pénitentiaire de l'oblast de Lviv, selon ce qu'ils appelaient la première catégorie, signifiant exécution. Mais ces chiffres officiels étaient presque certainement sous-estimés, de nombreux prisonniers arrêtés dans les derniers jours avant l'invasion allemande n'ayant jamais été correctement enregistrés. L'état des corps racontait leur propre histoire. Les examens médicaux et les témoignages documentèrent des schémas systématiques de torture, blessures à la tête infligées avec des objets lourds, brûlures dues à une chaleur extrême, signes de famine et de coups prolongés. Certains corps présentaient des preuves qu'ils avaient été vivants lorsqu'ils furent jetés dans des fosses communes ou scellés dans des cellules. La violence avait été méthodique et soutenue, non le travail paniqué de soldats en retraite, mais l'élimination délibérée de prisonniers considérés comme ennemis de l'État. La découverte de ces atrocités eut des conséquences immédiates et dévastatrices. Les autorités allemandes comprirent rapidement la valeur de propagande des massacres du NKVD et firent en sorte que les scènes soient largement photographiées et filmées.
Les corps furent exhumés et disposés dans les cours des prisons pour que les familles puissent rechercher leurs proches. L'odeur était si insupportable que les gens tenaient des mouchoirs devant leur visage. La douleur se transforma en colère lorsque les familles identifièrent les restes torturés. La propagande allemande exploita ces émotions, encourageant la croyance selon laquelle les Juifs avaient été de manière disproportionnée responsables des crimes du NKVD. Ce récit, bien que déformé factuellement, trouva un public réceptif parmi certains segments de la population ukrainienne qui avaient perdu des proches sous la répression soviétique. En quelques jours, la découverte des massacres des prisons devint un prétexte pour des pogroms contre la population juive de Lviv. Entre le 30 juin et le 2 juillet, au moins plusieurs centaines et possiblement jusqu'à quelques milliers de Juifs furent massacrés dans des violences de rue brutales, une tragédie s'ajoutant à une autre. Décrit le contexte plus large des massacres et leur systématicité à travers l'ouest de l'Ukraine et les États baltes. Les massacres du NKVD à Lviv s'inscrivent dans un schéma plus vaste qui s'est répété dans de nombreuses villes à mesure que les forces soviétiques reculaient face à l'avancée allemande. À Sambir, au sud-ouest de Lviv, le NKVD tua environ 500 à 700 prisonniers plutôt que de les évacuer. À Ivano-Frankivsk, les sous-sols étaient empilés jusqu'au plafond avec près de 1000 corps. Le nombre total de morts dans la région est estimé entre 10 000 et 40 000 prisonniers en seulement 8 jours. Ce qui rend ces massacres particulièrement significatifs, ce n'est pas seulement leur ampleur, mais leur caractère systématique. Il ne s'agissait pas de pertes sur le champ de bataille, ni de dommages collatéraux liés aux opérations militaires. C'étaient des exécutions délibérées de civils emprisonnés, beaucoup ayant été détenus pendant des mois ou des années pour des accusations politiques douteuses. La torture infligée dans les derniers jours ne servait à aucun objectif d'interrogatoire, puisque les prisonniers étaient destinés à mourir, qu'ils confessent ou non. Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités soviétiques nièrent toute implication dans les massacres des prisons de Lviv, tentant de rejeter la responsabilité sur les forces allemandes. Cette tromperie persista pendant des décennies. Ce n'est qu'avec l'ouverture des archives soviétiques dans les années 1990 que les preuves documentaires confirmèrent ce que les survivants savaient depuis toujours: le NKVD avait systématiquement assassiné des milliers de prisonniers politiques lors de sa retraite face à l'invasion allemande. Les femmes ayant survécu à ces prisons portaient en elles le souvenir d'une cruauté institutionnalisée difficilement concevable. Elles avaient été témoins de la capacité du NKVD à infliger une violence méthodique, de la manière dont la torture pouvait être administrée comme procédure de routine et de la facilité avec laquelle des êtres humains pouvaient infliger de la souffrance à d'autres lorsque l'idéologie et la peur supprimaient les contraintes normales. Leurs témoignages, recueillis des décennies plus tard, fournissent des preuves cruciales de crimes que les auteurs avaient tenté désespérément de dissimuler. Les cellules de torture de Lviv restent un témoignage que les systèmes totalitaires ne s'effondrent pas avec grâce. Lorsque le NKVD s'enfuit vers l'ouest en juin 1941, il laissa derrière lui un récit écrit dans les corps de ses victimes. La preuve d'un système qui traitait la vie humaine comme jetable au service du pouvoir étatique. Ces sous-sols où les prisonniers ont crié leurs derniers instants, ces murs de cour criblés de balles, ces fosses communes rapidement recouvertes, restent des lieux de mémoire, exigeant que ce qui s'y est passé ne soit jamais oublié. Dans le chaos de la guerre, au milieu de récits et de propagandes contradictoires, une vérité sur Lviv en juin 1941 demeure incontestable. Des milliers de prisonniers, dont de nombreuses femmes, sont morts de manière atroce aux mains de la police secrète soviétique, qui avait choisi la torture et l'exécution plutôt que l'évacuation ou la libération. Si vous aviez été emprisonné dans l'une de ces cellules au début de l'invasion allemande, sachant que le NKVD vous considérait comme jetable, comment voudriez-vous que l'histoire se souvienne de vos derniers jours? Les pierres de ces bâtiments pénitentiaires existent toujours. Les cellules où les prisonniers ont souffert sont aujourd'hui des musées, préservant la mémoire contre l'érosion du temps et la commodité de l'oubli. Raconte la découverte des atrocités par les forces allemandes et les conséquences immédiates sur la population locale. Lorsque les troupes allemandes entrèrent à Lviv le 30 juin 1941,
elles furent confrontées à une scène de carnage inimaginable. L'odeur était insoutenable, et partout dans les 3 complexes pénitentiaires, des milliers de corps étaient empilés, témoignant d'agonies systématiques infligées par la police secrète soviétique, NKVD, dans leur fuite précipitée. Des femmes et des enfants figuraient parmi les victimes, et certaines pièces étaient tellement remplies que les soldats allemands ne pouvaient passer. Il ne s'agissait pas de violences aléatoires liées au chaos de la guerre, mais d'exécutions planifiées et méthodiques. Les corps portaient des traces de tortures prolongées, des blessures à la tête, des brûlures et des signes de famine. Les officiers du NKVD avaient tenté de dissimuler leurs crimes par le feu, mais les incendies échouèrent à détruire toutes les preuves. La découverte eut des conséquences immédiates, les autorités allemandes utilisèrent la scène à des fins de propagande, photographiant et filmant les corps, parfois pour permettre aux familles de reconnaître leurs proches, mais aussi pour alimenter des récits accusant faussement certaines populations, notamment juives, d'avoir collaboré avec le NKVD. La découverte des massacres fut utilisée comme prétexte pour des pogroms contre la population juive de Lviv entre le 30 juin et le 2 juillet, tuant plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes. Ces massacres ne se limitaient pas à Lviv. À Sambir, 500 à 700 prisonniers furent tués, et à Ivano-Frankivsk, environ 1000 corps s'entassaient dans les sous-sols. Le bilan régional s'élève à 10 000 à 40 000 victimes en 8 jours. La particularité de ces massacres réside dans leur systématicité. Il ne s'agissait pas de pertes militaires, mais d'exécutions délibérées de prisonniers politiques, souvent détenus depuis des mois ou des années pour des motifs douteux. La torture et les meurtres étaient prémédités et organisés, indépendamment de tout interrogatoire utile. Après la guerre, l'Union soviétique nia toute responsabilité, et ce n'est qu'avec l'ouverture des archives dans les années 1990 que l'étendue réelle des crimes fut révélée. Les témoignages, en particulier de femmes survivantes, documentent la violence méthodique et la capacité de l'idéologie à transformer les êtres humains en instruments de souffrance. Les cellules de Lviv et leurs sous-sols restent aujourd'hui des musées et lieux de mémoire, rappelant que l'horreur infligée aux prisonniers ne doit jamais être oubliée et que les vies humaines ne doivent jamais être considérées comme jetables au nom du pouvoir étatique. Décrit la mémoire et l'héritage des massacres de Lviv et des souffrances infligées par le NKVD. Après la libération de la ville par les forces allemandes, les survivants furent confrontés à des traumatismes physiques et psychologiques profonds. Les blessures et la torture ayant laissé des cicatrices invisibles, mais indélébiles. Les archives soviétiques ouvertes dans les années 1990 confirmèrent l'ampleur des crimes et révélèrent la planification systématique des exécutions. Les témoignages des survivants, en particulier des femmes, montrent la brutalité méthodique et la capacité de l'idéologie à transformer la violence en routine, où la souffrance humaine était instrumentalisée par l'État. Les bâtiments des prisons et leurs sous-sols, où tant de vies furent perdues, sont aujourd'hui préservés comme musées et lieux de mémoire, rappelant que l'histoire ne doit pas être oubliée. La partie 8 souligne la responsabilité collective de se souvenir, d'honorer les victimes et de comprendre que la déshumanisation peut se manifester non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Ces sites témoignent de l'horreur infligée, mais aussi de la nécessité de préserver la mémoire afin que de telles atrocités ne se répètent jamais.